Module 5, la pratique médiumnique, étude 2, identification des sources des communications médiumniques. Nous apprendrons lors de ce podcast à la distinction entre les phénomènes médiumniques et les phénomènes animiques, le langage utilisé dans les communications et l'identification de l'esprit communicant. L'une des plus grandes difficultés du médium pour réaliser son travail, surtout s'il est débutant, est la provenance des communications qu'il transmet, malgré ses connaissances sur les phénomènes animiques et médiumniques. Le sujet éveille naturellement quelques questions. Peut-on savoir avec certitude si la communication est médiumnique, proprement dite, ou animique? Est-ce que, par l'évocation de certaines images, la pensée du médium ne deviendrait-elle pas sujette à des associations déterminées, interférant automatiquement dans l'échange entre les hommes de la Terre et les habitants de l'au-delà? Pourrions-nous définir la limite où s'arrête l'action propre de l'âme humaine et où commence celle des esprits? Savoir distinguer si la communication est du médium lui-même ou d'un esprit demande du temps et de l'apprentissage. Il faut observer avec attention la nature des communications. Pour cela, je vous réfère au module 3, guide 4, le langage et l'identité des esprits communicants. Cependant, ce n'est pas facile. Il est néanmoins possible d'analyser les principales difficultés pour identifier les sources des communications médiumniques. Abordons maintenant la distinction entre le phénomène médiumnique et le phénomène animique. La distinction entre ce qui, dans un effet, est le produit direct de l'âme du médium et ce qui provient d'une source étrangère est parfois très difficile à faire, parce que très souvent ces deux actions se confondent et se corroborent. C'est ainsi que, dans les guérisons, par imposition des mains, l'esprit du médium peut agir seul ou avec l'assistance d'un autre esprit, que l'inspiration poétique ou artistique peut avoir une double origine. Mais de ce qu'une distinction est difficile, il ne s'ensuit pas qu'elle soit impossible. La dualité est souvent évidente et dans tous les cas ressort presque toujours d'une observation attentive. Un autre point à prendre en compte, dans la distinction de l'un et de l'autre phénomène, au-delà de l'observation signalée par Kardec, est la connaissance de la médiumnité. Ses mécanismes, les influences que subit le médium, etc., etc. En cherchant une image plus simple, imaginons le médium comme étant un point reliant deux sphères, entre lesquelles s'établit une solution de continuité apparente, en raison de la différence entre la matière et le champ vibratoire. Pour être un instrument relativement exact, il doit avoir appris à acquiescer. Tous les ouvriers du travail médiumnique ne peuvent acquérir en peu de temps une telle expérience qui demande de la dévotion au bonheur du prochain, une compréhension élevée du bien collectif, un esprit avancé de concours fraternel et de supériorité sereine dans les confrontations avec l'opinion d'autrui. Toutefois, dans le médiumnisme commun, le collaborateur servira avec la matière mentale qui est la sienne, souffrant de ses imprécisions naturelles face à l'investigation terrestre, et après s'être adapté aux impératifs les plus nobles de renoncement personnel, il édifiera, non pas à l'improviste, mais au prix d'un travail incessant, le temple intérieur du service dans lequel il reconnaîtra la supériorité du programme divin au-dessus de ses caprices humains. Cette réalisation atteinte, il sera préparé pour entrer en syntonie avec le plus grand nombre de désincarnés et d'incarnés, leur offrant, à l'image du point bienfaisant, l'opportunité de se rencontrer les uns avec les autres dans la position évolutive dans laquelle elles se trouvent au travers de compréhensions constructives. Ainsi, les influences animiques diminuent avec le temps sans jamais disparaître complètement, à mesure que le médium acquiert plus de connaissances et d'expérience, car la médiumnité, comme tout dans la vie, a son évolution, son champ, sa route. Il est impossible de diplômer l'étudiant en cours supérieur sans qu'il ne soit suffisamment appliqué dans les cours préparatoires à travers quelques années de lutte, d'effort et de discipline. Maintenant parlons du langage utilisé dans les communications. On juge les esprits, avons-nous dit, comme on juge les hommes à leur langage.
Supposons qu'un homme reçoive 20 lettres de personnes qui lui sont inconnues. Au style, aux pensées, à une foule de signes, enfin, il jugera celles qui sont instruites ou ignorantes, polies ou mal élevées, superficielles, profondes, frivoles, orgueilleuses, sérieuses, légères, sentimentales, etc. Il en est de même des esprits. On doit les considérer comme des correspondants qu'on n'a jamais vus et se demander ce que l'on penserait du savoir et du caractère d'un homme qui dirait ou écrirait de pareilles choses. On peut poser comme règle invariable et sans exception que le langage des esprits est toujours en raison du degré de leur élévation. Non seulement les esprits réellement supérieurs ne disent que de bonnes choses, mais ils les disent en termes qui excluent de la manière la plus absolue toute trivialité. Quelque bonnes que soient ces choses, si elles sont ternies par une seule expression qui semble la bassesse, c'est un signe indubitable d'infériorité. À plus forte raison si l'ensemble de la communication blesse les convenances par sa grossièreté. Le langage décèle toujours son origine, soit par la pensée qu'il traduit, soit par sa forme. Et alors même qu'un esprit voudrait nous donner le change sur sa prétendue supériorité, il suffit de converser quelque temps avec lui pour l'apprécier. La bonté et la bienveillance sont encore les attributs essentiels des esprits épurés. Ils n'ont de haine ni pour les hommes ni pour les autres esprits. Ils plaignent les faiblesses, ils critiquent les erreurs, mais toujours avec modération, sans fiel et sans animosité. Si l'on admet que les esprits vraiment bons ne peuvent vouloir que le bien et ne dire que de bonnes choses, on en conclura que tout ce qui, dans le langage des esprits, décèle un manque de bonté et de bienveillance, peut émaner d'un bon esprit. En soumettant toutes les communications à un examen scrupuleux, en scrutant et en analysant la pensée et les expressions comme on le fait quand il s'agit de juger un ouvrage littéraire, en rejetant sans hésiter tout ce qui pèche pour la logique et le bon sens, tout ce qui dément le caractère de l'esprit qui est censé se manifester, on décourage les esprits trompeurs qui finissent par se retirer, une fois bien convaincus qu'ils ne peuvent nous abuser. Nous le répétons, ce moyen est le seul, mais il est infaillible, parce qu'il n'y a pas de mauvaise communication qui puisse résister à une critique rigoureuse. Les bons esprits ne s'en offensent jamais, puisque eux-mêmes le conseillent, et parce qu'ils n'ont rien à craindre de l'examen. Abordons maintenant le troisième point, l'identification de l'esprit communicant. La question de l'identité des esprits est une des plus controversées, même parmi les adeptes du spiritisme. C'est qu'en effet, les esprits ne nous apportent pas un acte de notoriété, et l'on sait avec quelle facilité certains d'entre eux prennent des noms d'emprunt. Aussi, après l'obsession, est-ce une des plus grandes difficultés du spiritisme pratique. Du reste, dans beaucoup de cas, l'identité absolue est une question secondaire et sans importance réelle. L'identité de l'esprit des personnages anciens est le plus difficile à constater, souvent même, elle est impossible, et l'on est réduit à une appréciation purement morale. Si un esprit se présente sous le nom de Fénelon, par exemple, et qu'il dise des trivialités ou des puérilités, il est bien certain que ce ne peut être lui. Mais s'il ne dit que des choses dignes du caractère de Fénelon, et que celui-ci ne désavouerait pas, il y a, sinon preuve matérielle, du moins toute probabilité morale, que ce doit être lui. C'est dans ce cas surtout que l'identité réelle est une question accessoire, du moment que l'esprit ne dit que des bonnes choses, peu importe le nom sous lequel elles sont données. À mesure que les esprits se purifient et s'élèvent dans la hiérarchie, les caractères distinctifs de leur personnalité s'effacent en quelque sorte dans l'uniformité de perfection. Et cependant, ils n'en conservent pas moins leur individualité. C'est ce qui a lieu pour les esprits supérieurs et les purs esprits. Dans cette position, le nom qu'ils avaient sur la terre, dans une des 1000 existences corporelles éphémères par lesquelles ils ont passé, est une chose tout à fait insignifiante. D'un autre côté, si l'on considère le nombre immense d'esprits qui, depuis l'origine des temps, doivent être arrivés dans les premiers rangs,
Et si on le compare avec le nombre si restreint des hommes qui ont laissé un grand nom sur la terre, on comprendra que, parmi les esprits supérieurs qui peuvent se communiquer, la plupart ne doivent pas avoir de nom pour nous. Ainsi, si dans une réunion médiumnique un esprit supérieur se communique sous le nom d'un personnage connu, rien ne prouve que ce soit précisément l'esprit de ce personnage. Mais s'il ne dit rien qui démente l'élévation du caractère de ce dernier, il y a présomption que c'est lui. Et dans tous les cas, on peut se dire que si ce n'est pas lui, ce doit être un esprit du même degré, ou peut-être même envoyé par lui. En résumé, la question de nom est secondaire, le nom pouvant être considéré comme un simple indice du rang qu'occupe l'esprit dans l'échelle spirite. L'identité est beaucoup plus facile à constater quand il s'agit d'esprits contemporains dont on connaît le caractère et les habitudes, car ce sont précisément ces habitudes dont ils n'ont pas encore eu le temps de se dépouiller, par lesquelles ils se font reconnaître et disons tout de suite que c'est même là un des signes les plus certains d'identité. L'esprit peut sans doute en donner des preuves sur la demande qui lui en est faite, mais il ne le fait toujours que si cela lui convient.